Notre invité est un homme aux diverses facettes. Il est coordonnateur, professeur, journaliste d'expérience, grand voyageur devant l'éternel, je suppose à tout le moins. Je vous invite donc à découvrir cet homme aux multiples facettes et qui a réussi à intégrer toutes ces facettes dans son art, dans sa personnalité bien sûr. Daniel Tremblay est mon invité. Daniel Tremblay, est-ce que vous faites partie de la famille ou de la généalogie des Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pas du tout. Du tout. Pas du tout. Mon père a été adopté chez les Tremblay. Mon père est un métis Innu. Ma grand-mère est Innu, née à La Romaine dans une tente. Et elle a rencontré, mon grand-père qui était travailleur du Nouveau-Brunswick de Caraquette, un Acadien. Et ils ont eu 4 enfants. Ils ont vécu sur la Côte-Nord. Mais à la naissance du dernier, mon père, ma grand-mère est décédée à l'accouchement. Dans ce temps-là, des fois, c'était pas facile. Mm-hmm. Et ils ont été... le père se retrouvait avec 4 enfants, mon grand-père. Donc, il les a placés. Et mon père a été placé chez les Tremblay. Donc, je suis pas vraiment un vrai Tremblay, mais ça fait mon affaire d'être un Tremblay, là, parce que c'est une belle et grande famille. Belle généalogie, oui. Oui, mais je suis très fier de mes racines Innu. Anciennement montagnais, on disait montagnais avant. Est-ce que justement ces fameuses racines-là vous ont sensibilisé davantage à écouter, en tant que journaliste, la qualité d'un journaliste, c'est pas seulement de poser des questions, c'est d'écouter. Est-ce que ça vous a sensibilisé à l'écoute de ces origines-là? Parce que les Inuits, les Autochtones, comme diraient nos téléspectateurs, ce sont des gens dont la tradition orale est essentielle. Oui. Et donc, il y a de l'écoute là-dedans. Est-ce que ça a amélioré mon écoute? Peut-être. Je ne me suis jamais posé la question. Mais je pense que j'ai certainement appris la patience. Si vous allez à Bécomo ou à Sept-Îles et que vous rencontrez des Inuits, pas grand-chose qui les énerve. Et ils sont très patients. Ils sont très pacifiques aussi. Mais ce qui m'a toujours étonné dans mon enfance à Bécomo, il y avait des Inuits qu'on voyait et on n'a jamais eu de bagarre ou de problème d'alcool ou quoi que ce soit. Les montagnais, les Inuits, c'est paix sur la terre et contrairement peut-être aux Mohawks, là, où on a entendu, bon, ça brasse plus, un peu plus. Mais j'ai peut-être appris d'eux la patience, je pense. Qu'est-ce que vous gardez, outre ça, bien sûr, qu'est-ce que vous gardez de vos années de jeunesse à Bécomo, justement? C'est une bonne question. La curiosité, la débrouillardise, parce que chez nous, on était très pauvres. Mon père est parti, j'avais 9 ans. Et c'était ma mère qui nous élevait sur le bien-être social. Alors, mon frère et moi je suis l'aîné. Et mon frère et moi, il fallait vendre des bouteilles, vendre des bleuets. De l'argent de poche, on n'en a jamais eu. Il fallait se débrouiller. Ça m'a appris la débrouillardise, mais ça m'a appris aussi... j'ai pas eu une enfance malheureuse, là. C'était une enfance heureuse. Et quand je repense à ma jeunesse, j'en viens pas comment est-ce qu'on avait la faculté de s'amuser avec pas grand-chose. On créait. On créait. Mm-hmm. Et j'aimais beaucoup le français. C'est un peu ça qui m'a amené vers le journalisme, mais je remercie mes professeurs de français. On faisait des compositions, des compositions et des dictées en première et en deuxième année. Et à chaque fois qu'on avait une bonne note ou un 10, on avait des papillons en gommette sur la feuille. Mm-hmm. Et je me souviens, j'avais 6-7 ans, puis je me disais, je vais encore aller chercher un papillon. Puis c'était pas toute la classe qui allait chercher des papillons, seulement moi, puis moi et des filles. J'étais le seul gars, je pense, qui allait chercher le papillon. Et alors j'ai des très bons souvenirs de jeunesse et d'enfance. Ça m'a amené la débrouillardise et puis l'émerveillement. J'aime m'émerveiller et je dis aux étudiants aussi, être journaliste, c'est un peu aussi s'émerveiller, c'est-à-dire, ah, mon Dieu, s'étonner de quelque chose et c'est d'être capable de transmettre cet étonnement-là au public. C'est un peu ça. Puisque vous m'ouvrez la porte, je vais rentrer les 2 pieds dedans et les 2 mains dedans, bien entendu.
qu'est-ce qui fait qu'on peut être bon journaliste ou moins bon journaliste? Il n'y a pas de mauvais journaliste, je ne penserais pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être bon journaliste? C'est cette curiosité-là, cette attention-là? Oui, la curiosité, l'émerveillement, la débrouillardise. De plus en plus, je remarque ça. Parce que, comme je dis à mes étudiants, c'est beau de savoir écrire, de faire de belles phrases. Encore faut-il aller la chercher, la nouvelle, être capable d'aller la chercher. Des employeurs apprécient ça beaucoup. Quelqu'un on dit en anglais un news-getter, quelqu'un qui va aller chercher la nouvelle. Mais je pense que c'est ça, c'est la capacité d'émerveillement. C'est drôle parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir acheter dans mes cours en septembre prochain. Tu me fais réaliser. La curiosité, c'est être capable de trouver qu'est-ce qu'il y a de spécial ici. Et avec les années, j'ai appris que tout est spécial. Il s'agit simplement de savoir comment le présenter. Ou ça dépend dans quelle langue est-ce qu'on le perçoit. Dans quelle langue est-ce qu'on le présente, mais quand je dis tout est spécial, je trouve que les choses qui peuvent paraître ordinaires, qui peuvent paraître plates, il y a toujours quelque chose de spécial et de merveilleux dans quelque chose. Pas seulement Alors, c'est pas seulement de courir après. C'est sûr qu'il faut débusquer les scandales, il faut parler des choses importantes, mais la vie ordinaire, elle est fantastique aussi et ça vaut la peine d'en parler, d'en faire un portrait. Faisons un portrait, par exemple, sur ces gens ordinaires qui, je sais pas moi, un cordonnier de père en fils. Ça peut paraître ordinaire, mais c'est extraordinaire dans les faits. Vous avez étudié en journalisme? J'ai un DEC en lettres. En lettres? Ben, En lettres, tout mène à tout, oui, pourquoi pas? Qui était... je voulais... J'ai fait une dépression à 16 ans, une mini-dépression, ça m'a fasciné. Je voulais m'en aller en psychologie. Et j'avais besoin de maths au cégep. Et les maths, non, très peu pour moi. Et là, je ne savais pas en quoi m'en aller. Et on m'a proposé, Daniel, dans quoi... Mon orienteur qui était très bon, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, dans quoi t'es bon, dans quoi t'es pas bon. Fait que j'ai dit, j'aime pas les maths et je suis pas bon en maths. Fait que c'est ça. Donc, c'est là que j'étais déjà animateur à la radio et le journalisme m'a intéressé. Donc, j'ai un DEC en lettres. Je devais aller à l'université. J'ai appliqué pour l'université la même année que Guillaume Lepage. Tiens. Je me suis rendu jusqu'à l'entrevue. Lui a été accepté, pas moi. Et là, j'étais déçu parce que moi, c'était à Montréal, donc moi, j'étais à Bécomo. Je me voyais déjà à Montréal en appartement. Je m'étais acheté un téléphone en forme de piano pour mon appartement. J'avais déjà acheté le téléphone. Et finalement, j'ai été refusé. Et une semaine après avoir reçu ma lettre de refus, j'ai été accepté j'étais engagé comme journaliste à temps plein à la radio de Bécomo. OK. Et que là, je me suis dit, bon, pas besoin d'université, j'ai déjà mon travail. Mais 30 ans plus tard, quand je me suis retrouvé à professeur, j'ai décidé de faire mon bac à l'université. Alors, à 50 ans, j'ai obtenu mon bac, ça m'a pris 8 ans. Donc, j'ai commencé à 42 ans, ça m'a pris 8 ans pour le faire, ici à l'Université d'Ottawa. Parce que c'était important pour moi d'avoir un bac. Un autre défi aussi. Un autre défi, oui. Donc, mes études... Mais c'était intéressant de suivre des cours en journalisme quand tu as déjà été journaliste. Tout à fait. Parce que tu as des choses à t'accrocher. Et est-ce que vous êtes davantage critique à ce moment-là? Oui. Oui. Parce qu'il y a l'écart entre la théorie et la pratique, oui. bien sûr, et inévitablement avec les changements technologiques. Tout à fait. Les choses ont beaucoup changé pour le journalisme, mais avant de dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que je critique, il faut dire que les plus vieux critiquent toujours la... Les plus jeunes. je pense que malheureusement, je suis peut-être un peu de ceux qui disent « Ah, c'était mieux avant ». Il y a des bons et des mauvais côtés de la façon qu'on le fait maintenant, le journalisme, mais je trouve que ça va vite. Trop. C'est trop vite. On n'a plus le temps d'analyser une situation. Les gens ne vont lire que les 2-3 premières phrases, puis ils vont dire « Ah, c'est comme ça ». Ils vont porter des jugements aussi. Alors, il y a beaucoup de sources d'informations,
dont Facebook et les mauvaises nouvelles dans ces temps de pandémie, là, et les théories du complot, moi, il a fallu que j'arrête de regarder parce que je venais hors de moi. Donc, j'ai décidé de faire comme les décrypteurs à Radio-Canada nous suggèrent, c'est-à-dire De se couper un peu. parce que sans ça, on peut pas on peut pas argumenter contre tout le monde. Mais ça a beaucoup changé. Mais il y a des avantages. Les avantages, moi, je trouve, c'est que l'information est maintenant instantanée. À l'époque, et ça, je disais aux étudiants, je sais pas, pour les plus jeunes, c'est quand il y avait une grosse nouvelle qui sortait, la seule façon de le savoir, c'était à la radio. Tout à fait. Si on n'avait pas de radio, c'était fini. Alors, on l'apprenait à la radio. On voyait les images le soir à 22 heures au bulletin, et c'était seulement à 22 heures. Si tu avais quelque chose d'autre à faire à 22 heures, c'est fini. Tu ne pouvais pas l'enregistrer. Et si tu voulais les détails, tu avais le journal le lendemain. Tout à fait. C'était Le processus, oui. la procédure. Maintenant, la nouvelle sort et tes patrons vont demander aux journalistes, je la veux tout de suite. Alors qu'avant, on avait jusqu'au bulletin de 22 heures pour raffiner un peu. Donc, c'est ça un peu, ça va trop vite. On avait le temps à cette époque-là, et je partage votre avis parce qu'on est à peu près du même âge. Je partage votre avis, justement, qu'on avait le temps d'anticiper un peu les choses, de les voir venir, et je pense surtout aussi de les digérer jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. Avant de les livrer, Tout à fait. on avait le temps d'y penser. On avait surtout le temps de contre-vérifier. Ce qui ne se fait presque plus maintenant. De vérifier et contre-vérifier ce que les personnes ont dit en conférence de presse, ou d'aller chercher un autre point de vue. Là, il faut sortir, comme à l'époque, par exemple, si quelque chose arrivait dans l'après-midi à 2 heures, le journaliste avait jusqu'à 10 heures le soir pour digérer tout ça, vérifier, et à 22 heures, il arrivait avec un beau produit de 2 minutes, là, où on avait mis plusieurs heures dans ça. Au plus, oui, parce que je me souviens tout à fait. d'avoir interviewé Jacques Moisan était à votre place. Oui. Et Jacques m'a dit une chose que j'ai toujours retenue. Il m'a dit, Jean-Paul, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le public attend, est capable d'attendre la nouvelle. Oui. C'est pas grave si elle vient un peu en retard, mais ils sont capables d'attendre pour mieux l'intégrer, la digérer, se l'accaparer, en d'autres mots. C'est difficile de présumer ce que le public veut. Tout à fait. Les théoriciens de l'information disent, bon, les gens veulent à peu près ça, mais bon, comme par exemple cette course à la nouvelle, justement, est-ce que c'est nécessaire? Lorsque j'ai travaillé à LCN, par exemple, où c'était l'information, les bulletins à toutes les 15 minutes, il y a un journaliste qui a dit, pourquoi on n'attend pas, avant de sortir ça tout croche, on pourrait attendre 15 minutes. Bon. Mais je pense effectivement que le public serait prêt à attendre. J'ai l'instinct. Il faudrait faire un sondage, là, que ce serait prêt à attendre un peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. Si vous voulez, on va les faire patienter un tout petit peu. On va faire une petite pause et on va revenir. D'accord.
toujours avec Daniel Tremblay. Daniel, j'ai envie de vous demander, pour commencer ce deuxième segment, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans la marmite du journalisme? C'est par hasard, c'est par désir, c'est par besoin de communiquer? Vous allez me répondre, oui, j'avais le goût de communiquer au monde. Bon, mais c'est plus que ça, non? J'avais le goût de voir du pays. J'avais le goût de voyager à l'intérieur même de ma région. J'étais animateur à la radio. Je mettais des disques et j'annonçais la météo. Des vinyles. Des vinyles, oui, des 45 tours. C'est ça. C'est genre 21 degrés en ce 21 juin à Bécomo. Voici le nouveau succès de Michel Pagliaro. Bon. Et là, je voyais le journaliste aller. Bon, il revenait à la station pour composer ses textes, mais je savais qu'il avait passé la journée à tel endroit, ensuite à tel endroit, ensuite à tel endroit. Puis on avait un beau camion, c'était comme un station wagon en anglais, en français, comment ça pourrait s'appeler, mais c'était une belle voiture identifiée aux lettres CHLC. Alors, il partait avec son micro et je pense que c'est l'aventure qui m'a attiré tout de suite en premier. Et après, ça a été de faire de beaux textes. Parce que je suis très perfectionniste, alors je voulais que le texte soit... Je voulais que les gens comprennent, je voulais que ce soit simple. Et tu vois, avec le recul, je réalise que j'ai appris beaucoup sur le tas, comme on dit. J'ai appris pour que... mon patron me donnait un peu de trucs, mais j'ai appris beaucoup sur le tas. Mais c'était surtout l'aventure. Et le journalisme, c'est l'aventure. Tout à fait. Est-ce qu'on répond toujours aux mêmes questions au journalisme? J'ai fait un peu d'études en journalisme, moi également, avec Pierre Dufault, entre autres. Et Pierre m'a toujours dit une chose, Jean-Paul, il faut répondre à un certain nombre de questions pour être un bon journaliste, ou un journaliste à tout le moins. Qui, que, quoi, dont, où, quand, comment, pourquoi. Oui. Est-ce que ça demeure encore le modus vivendi des jeunes journalistes, ou est-ce que tout à ça, fait. c'est du temps passé? Tout à fait. Les 5 W, là, Mais mon premier patron, justement, qui a été mon mentor, Claude Baudin, Dieu ait son âme, lui, il disait les 5 W, les questions qu'il faut répondre. Tu peux répondre, mais pas nécessairement de toutes les mettre dans la première phrase, de les mettre dans la deuxième. Tout à fait. Et ta première phrase, ça doit être « c'est quoi l'idée? » Et moi, je donne aux étudiants, j'aime beaucoup la nouvelle, le principe du couloir. Tu es dans le couloir, puis tu te dis « Hey, Jean-Paul, tu sais pas quoi? Quoi? Ah, ouais! » Fait que c'est ça le... C'est ça, là. Je peux vous donner un exemple. Exemple de phrase qui répond aux 5 W, là, quoi, c'est bon. Bonjour, mesdames, messieurs. Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui son nouveau budget 2020-2021 qui sera officiellement adopté par les députés le 24 juin. Bon. Et dans la deuxième phrase, les taxes vont augmenter de 4 Alors, il faut mettre tout de suite... alors, c'est « Bonjour, mesdames, messieurs. On doit s'attendre à une très forte hausse de taxes au cours des prochains mois. » Quoi? Ah ouais? Tout ça. Donc, mais les 5 W, ça s'applique, mais il faut les agencer de bonne façon. Comment est-ce que vous... Oui, tout à fait. Vous êtes coordonnateur et professeur à l'ESC, bien sûr, en journalisme. J'ai envie de vous proposer un certain nombre de noms. Florence Guénaud. Oui, Florence. Mathieu Lacombe. Oui. Marie-Christine Villeneuve. Oui. Marika Bellavance, la toute récente. Renaud Bourbonnais. Oui. Attendez que je fasse aller ma mémoire. Karine Vanasse. Oui. Ce sont tous des gens qui ont œuvré et qui sont passés par vos mains à la Cité collégiale. Bon nombre à tout le moins. Ce sont tous des gagnants de la soirée des reportages. Entre autres. Oui. Karine Vanasse, non, elle n'est pas passée à la Cité. Elle n'est pas passée. Vous parlez de la comédienne? Oui, non, pas la comédienne, la journaliste. Celle qui fait aussi la météo à Radio-Canada et qui fait de temps en temps la météo à Radio-Canada aussi. Karine Vanasse. Ça se peut c'est que... peut-être un autre nom. C'est peut-être un autre nom, mais en tout cas, toujours été Mme Vanasse. Bon, OK. Peut-être. Mais la question est ceci. Vous avez beaucoup de métiers comme professeur. De voir ces jeunes à l'écran, maintenant, ou devenus ministres, peu importe, qu'est-ce que ça vous fait? C'est extraordinaire de voir nos diplômés à l'écran. Et il est arrivé 2 anecdotes cette semaine, dans la même semaine. Première anecdote, sur le même écran de télé, on avait Alexandre Dubé de TVA qui interviewait Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, mais ancien journaliste. Tout à fait. Donc, ce sont 2 de mes diplômés. Je leur ai donné des cours sur comment s'exprimer à la caméra.
Et là, je les voyais tous les deux. Là. Yeah! Et puis, je suis capable de voir certaines expressions qu'ils vont utiliser, certaines tournures de phrases ou certains gestes qu'ils vont faire. Et je sais que c'est moi qui leur ai appris ça. Mais un autre qui est bon aussi, c'est Louis Blouin, Ben oui, qui est correspondant pour Radio-Canada. À Washington de ce temps-ci. Il remplace cet été Tout à fait. aux États-Unis. Tout à fait. Il était en Floride l'autre jour. Alors, lui, de le voir, c'est vraiment... Et lui, c'est vraiment... lui, il fait beaucoup de reportages. Et les reportages, c'est exactement comme je les montre. Comme je dis souvent aux étudiants, un reportage, c'est un hamburger. C'est un cheeseburger, en fait, garni. Et les éléments sont toujours au même endroit. Le pain est toujours là, l'avant. Un reportage, ça commence idéalement toujours de la même façon, sauf qu'on parle et c'est une façon éprouvée, sauf qu'on parle de choses différentes à chaque fois, mais la forme est toujours la même chose. Et quand Louis Blouin, correspondant de Radio-Canada à Washington, fait un reportage sur ce qui se passe à Washington ou en Floride, c'est le même hamburger. C'est tellement... Et moi, ce que je fais, c'est que je prends le reportage de Louis et je le partage sur Facebook, sur notre page privée Facebook, aux étudiants. Et là, je dis aux étudiants, vous savez, quand je vous ai dit qu'on commence toujours par un plein son, puis la première phrase fait référence au plein son, et tout ça, toutes des techniques, c'est exactement ce que lui fait. Ou des trucs comme les extraits, ça sert à faire sortir l'émotion. Ça ne sert qu'à ça, parce que l'émotion, en télé, la télé peut faire sortir l'émotion, donc les extraits, ça sert à ça. En radio aussi. La finale d'un reportage, ça ne peut pas finir en queue de poisson. Comme un livre que vous lisez ou un film que vous regardez, si la finale est mauvaise, le film au complet est mauvais. Donc, c'est important. Dans n'importe quel film ou livre, il y a toujours un punch à la fin ou une conclusion solide. Que pensez-vous de l'idée, Daniel, de faire sauter un peu les limites du reportage? En d'autres mots, je veux bien que chaque chose soit à sa place. Le public s'attend à ça. Mais est-ce qu'il y a moyen de renouveler le mode du reportage? Ou la nécessité et le moyen, bien sûr. Oui, en ajoutant des pleins sons, peut-être en diversifiant les plans de caméra. Mais on avait essayé dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, Musique Plus. Là. C'était la mode Musique Plus. Là. Les reportages avec les invités, c'était comme ça. Je me souviens TQS anciennement, ça. Mais c'était pas... avec plein de fondus entre les plans, tout ça. Mais là, personnellement, moi, je trouvais que ça donnait mal au cœur, plus que d'autres choses. Mais je pense qu'on peut se renouveler avec le genre d'informations qu'on va donner plus que par la forme. Parce que la forme, le hamburger dont je vous parlais, c'est éprouvé parce que c'est une façon intéressante de rendre l'information. Et on aura toujours besoin d'une bonne finale. Peu importe les livres, peu importe les vidéos, c'est un principe universel. Il fut une époque où les reportages duraient 4 minutes 50, 5 minutes, 6 minutes parfois. Si on était chanceux, on avait 7 minutes de temps en temps. Maintenant, on a quoi? 1 minute 30, 2... Ça diminue de plus en plus. Tout à fait. Ne trouvez-vous pas justement qu'on met trop l'accent sur, l'impression créée plutôt que le contenu? Oui. Bien, quand je disais que ça allait trop vite tout à l'heure, on veut réduire. Il y a une statistique là-dessus qui est très intéressante. Les extraits qu'on va choisir d'une entrevue. Alors, dans les années 80, c'était environ 20 secondes. Ensuite, c'est passé à 15 secondes. Et là, maintenant, la moyenne, je pense, aux États-Unis, c'est 7 secondes. Donc, il faut que les politiciens ou les gens qui ont des messages à passer, ils ont intérêt à résumer qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et celui qui était le meilleur là-dedans, c'était George Bush père, qui résume le fait que lui, il n'imposera pas de hausse de taxes. Il regarde la caméra et dit « Read my lips ». Et son adversaire, Michael Dukakis, lui, était incapable de faire des extraits courts. Donc, on pense que George Bush a gagné les élections à cause de ça. Mais effectivement, c'est un peu déplorable, je trouve, mais heureusement, il reste encore des médias ou des stations de télé comme TV Rogers qui vont pouvoir faire des longues entrevues et des choses un peu plus... des documentaires ou des... ça existe encore des reportages de 7 minutes. Moi, j'aime bien des reportages qui durent un peu plus longtemps. Mais puis, je trouve aussi que
l'univers des médias s'adapte. Je pense qu'on est en train de s'adapter. Comme de ce temps-ci, à cause de la pandémie, il y a une profusion de fausses nouvelles. Mais j'ai bon espoir que les gens, tranquillement, vont s'apercevoir que les médias officiels sont reconnus et sont fiables. D'ailleurs, je constate cette semaine que mes amis Facebook un peu complotistes se calment. J'ai l'impression qu'avec le temps, comme par exemple, au début de Facebook, il a fallu que les gens apprennent, si tu veux écrire un message à quelqu'un, ne le mets pas sur son mur. Écris-le par Messenger. Ça a pris des mois avant que tous les gens comprennent. Là, c'est ça. Alors, ça va vite, oui, mais j'ai bon espoir que le public s'habitue, apprend à vivre. Et on aura toujours besoin de s'informer et d'aller plus en détail. Donc, et on aura toujours besoin de se faire raconter des histoires. Donc, j'ai bon espoir qu'on aura besoin toujours de reportages. Il y a quelques années, on pensait que les reportages allaient disparaître et qu'on allait avoir seulement des converses. C'est bien ça. Les converses, c'est bon. C'est-à-dire, je vous parle d'un événement en direct, mais toujours du direct. C'est bon, mais je constate que les médias reviennent aux reportages parce que ce sont de belles histoires. Donc, j'ai confiance en l'avenir. Tout à fait, on a besoin de souffler, effectivement. Je veux terminer cette entrevue avec une seule et simple question. Vous avez parlé de voyage, vous aspiriez à voyager. Vous voyez les gens de nouvelles revenir à la station à Baie-Comeau avec leur reportage. Le voyage, pour vous, c'est quoi un bon voyage? C'est quoi exactement? Rapidement. Un beau voyage, c'est rencontrer les gens de la place, rencontrer des gens d'autres cultures. Et là, on entre vraiment dans les communications, c'est-à-dire rencontrer des gens. C'est sûr que c'est le fun de voir la Tour Eiffel et de prendre une photo, mais c'est encore plus le fun de rencontrer des Français, des Parisiens, pour découvrir que sous leur couche de citoyens qui ont l'air prétentieux au premier abord, finalement, ce sont des gens très sympathiques. Et c'est le fun aussi de découvrir en voyageant que tous les terriens, on a les mêmes préoccupations, on a les mêmes rêves. Donc, pour moi, voyager, je suis allé à Moscou pour une deuxième fois chez des amis que je m'étais fait la première fois. Et me retrouver à Moscou et jaser avec des Russes, rencontrer d'autres cultures, c'est merveilleux. Écoutez, Daniel, c'est encore une fois trop court. Oui, encore. C'est déjà fini? Toujours. Oui, absolument. Malheureusement, c'est trop court. On peut-tu se donner un autre rendez-vous? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, ça me fera plaisir. C'est avec bonheur que je vais de nouveau vous recevoir. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Jean-Paul.